Salut Catherine, salut Pablo. Salut, Salut, salut. salut. Débrief du lundi. Désolé pour ceux qui nous regardent et qui ont cette impatience du dimanche de nous voir tous les trois commenter l'actualité politique. On n'a pas réussi à se coordonner, j'en suis pour partie le premier responsable parce que c'est moi qui ai planté le matin, puis on n'a pas réussi à trouver de créneau hier. On a eu des agendas très chargés. Ce n'est pas l'actualité qui me manquait, donc on s'est dit quand même qu'on rattrapait ce matin par un petit tour d'actualité parce que la semaine dernière, il y a eu plein d'événements à l'Assemblée nationale. Donc, on va parler de tout ça. Juste un petit mot quand même pour dire qu'on continue de recevoir des messages de vous et ça nous fait vraiment plaisir. Des dons aussi qui arrivent encore. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup parce que ça nous aide et ça nous fait plaisir. C'est tout. Et c'est vraiment sympa. Et donc, vous pouvez continuer sur le site de Regard. Il y a toujours le formulaire facile d'accès, facile à remplir. Et vous pouvez donner à la hauteur de ce que vous pouvez, évidemment, même symboliquement, c'est toujours chouette. Voilà, donc on va parler de politique encore une fois, évidemment, parce qu'on est en pleine actualité. En ce moment où on enregistre le débrief, tombe au compte-gouttes, c'est assez surréaliste d'ailleurs, les nouveaux membres du gouvernement, ce remaniement qu'on attend avec impatience, évidemment. Donc j'ai dit, on reparlera de l'actualité politique de la semaine dernière, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On reviendra sur les accusations dont fait l'objet Éric Coquerel, et puis on dira un petit mot aussi sur ce qui se passe aux États-Unis. Grand vent réactionnaire, conservateur, je ne sais pas comment on peut le dire, vous me direz comment vous voyez les choses. D'abord, sur ce remaniement, ce qu'on sait visiblement, c'est que Olivia Grégoire, la porte-parole, ne serait plus porte-parole, mais deviendrait ministre des PME. Elle serait remplacée par Olivier Véran. Bruno Le Maire reste ministre de l'économie. Clément Beaune, un des très proches de Macron, n'est plus à l'Europe, mais va être au transport. Damien Abad ne sera pas reconduit dans ce gouvernement, de même que la ministre dont j'ai oublié le nom, qui est accusée de violence. Zakharopoulou. Zakharopoulou, voilà. Ah ouais? Ne sera pas reconduite non plus. Voilà. D'abord, sur la forme, c'est bizarre. Hein. Apparemment, chacun des ministres dit oui, je suis reconduit, je ne suis pas reconduit. Il n'y a pas de perron, il n'y a pas de déclaration du secrétaire général de l'Élysée sur le perron pour annoncer le gouvernement. C'est assez étonnant, non? Oui, mais finalement, c'est un peu à l'image en fait de toute la séquence politique. Enfin, c'est du bricolage. Chacun fait son truc dans son coin, dit son truc dans son coin. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice. En fait, on aurait pu croire en fait que au sortir du second tour des élections législatives, à partir du moment où chacun et chacune avait constaté en fait que dans l'Assemblée nationale, il y avait une nouvelle donne, que le parti Renaissance, le parti présidentiel, n'avait pas la majorité absolue. On aurait pu se dire, bon, que va faire Emmanuel Macron, que va faire Elisabeth Borne? Est-ce qu'ils vont essayer de pas infléchir leur politique, mais en fait réfléchir en fait à une nouvelle politique qui soit plus proche de ce que la représentation nationale est aujourd'hui. Le résultat, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait ça. C'est que Emmanuel Macron a pris la parole en disant alors voilà, j'ai ma feuille de route qui est la feuille de route que j'avais dessinée pendant la campagne présidentielle. J'ai été élu sur cette feuille de route qui même me suivent. Et là, finalement, c'est un peu le résultat de ça. C'est-à-dire que on parle, j'entendais des gens, des commentateurs qui disaient oui, il va sûrement y avoir un rééquilibrage, etc. Bon, le rééquilibrage, c'est qu'il a fait rentrer, au lieu d'avoir un ministre modem, il y en a 4. C'est super intéressant, mais je ne vois vraiment pas en quoi ça rééquilibre quoi que ce soit. Après, j'ai un petit problème, c'est que c'est en train de sonner. Donc, je vais aller ouvrir parce que je ne sais pas qui c'est. Pendant qu'il parle, le débrief chaotique. Vas-y, ouais, bon, voilà, c'est ça. J'allais dire, on est aussi chaotique. Vas-y. On est aussi chaotique que la gestion de. C'est moins grave. Hein. Non, mais ça va. Non, moi, ce que je retiens dans ce que l'on commence à percevoir, c'est ce que vient de dire Pablo, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'élargissement de la majorité à de nouvelles formations. Même les prises symboliques fortes, comme celle qui avait couru, racontée, alimentée par on ne sait qui, l'idée que Yannick Jadot allait être le ministre dans le gouvernement, on se marre. Premier ministre, voilà, ceux qui suivent le débrief depuis des mois savent que Pierre a fait des paris hasardeux, à mon avis, à ce sujet. Bon, bref, donc il n'y aura pas d'Yannick Jadot dans le gouvernement, il n'y aura pas de débauchage individuel finalement suffisamment fort pour donner un sens politique. Moi, je pense quand même que le fait que le MoDem
retrouve une place dans le gouvernement n'est pas complètement sans importance, parce que véritablement, Macron a été maltraitant avec tout le monde, y compris avec ses plus proches alliés, donc, et en particulier avec François Bayrou, à qui il doit quand même son élection. Son élection, ouais. Ce type est incroyable, quoi. Il a absolument tous les défauts de la terre, dont celui d'être un malotru. Bref, en tout cas, en politique, c'est pas ça qui compte, mais en tout cas, le MoDem, il a réussi à imposer le retour d'avoir, je m'en fiche complètement politiquement, je pense que c'est du pareil au même, mais il y a quand même, ça enregistre le fait qu'il n'y a pas de solution sans MoDem et sans Horizon à l'intérieur de ce groupe majoritaire, qu'ils ont repris de la force, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas d'élargissement. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est que là, il va falloir qu'ils se débrouillent pour faire à la petite semaine, et donc du coup ça va devenir assez incertain. Bon, ceci étant, l'autre chose quand même qu'on peut noter, c'est que finalement les ministres, en dehors de Darmanin, des ministres qui ont des casseroles sur des mises en cause pour des violences sexuelles et sexistes, ont été débarqués. C'est-à-dire que aussi bien la femme qui était gynécologue et que voilà, et que Abad sont enfin retirés de ce gouvernement. Bon, il faut que ça s'arrête, cette histoire, hein, parce que c'est quand même pas possible. Et ça, je pense que c'est une victoire d'Elisabeth Borne, parce que c'est elle, on sait, qui est à la manœuvre depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, qui ne veut plus d'Abad dans son gouvernement. C'est Macron sûr que l'autre, oui, Macron, il parle d'homme à homme avec les gens qui sont mis en cause. Alors, donc, c'est vraiment pas lui qui… Tu parlais de rééquilibrage, Catherine. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée, mais ça nous permet de faire une petite transition, justement. Comment vous voyez les choses? Macron, visiblement, Elisabeth Borne ne va pas demander la confiance au Parlement. Ça va se jouer texte par texte. Ils vont chercher des majorités à droite, à gauche, en fonction des sujets. Ce matin, j'entendais Sébastien Chenu, là, le député du Rassemblement national. Il avait l'air de dire que le groupe ne ferait pas d'obstruction sur rien et qu'il s'abstiendrait, il ne voterait pas contre. Oui, non, mais comment ça sur rien? C'est-à-dire que sur les textes où ils sont au désaccord ou sur des motions de défiance, motions de censure, etc., ils ne veulent pas faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas leur objectif. Et ils voteront contre quand ils sont farouchement contre. Mais quand il s'agit juste de déstabiliser le gouvernement ou de faire tomber la première ministre, par exemple, il a dit « notre groupe s'abstiendra ». Ils ne prendront pas part au vote. Mais ça fait partie en fait de toute leur rhétorique, en gros, d'institutionnalisation. C'est-à-dire que moi aussi, je les ai entendus, les députés RN, expliquer qu'eux, ils n'étaient pas pour le chaos, ils ne voulaient pas immédiatement provoquer une dissolution de l'Assemblée nationale ou bloquer quoi que ce soit. Donc, ils se mettent dans une posture où ils veulent proposer des amendements. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit, par exemple, sur la loi sur le pouvoir d'achat, ils ont dit, nous, on a notre feuille de route. Il y a certaines choses dans les propositions d'Emmanuel Macron, plutôt du gouvernement, qui nous intéressent. Et puis après, on va déposer une ribambelle d'amendements pour enrichir le texte. Il s'agit en aucun cas de le bloquer ou de bloquer la façon dont ça fonctionne. Après, il y a quand même un problème, c'est que tu parlais de la motion le vote de confiance. En fait, le vote de confiance, elle ne peut pas le proposer aux parlementaires pour une raison, en fait, pour deux raisons. C'est que d'une part, il y a le risque qu'elle n'obtienne pas une majorité, ce qui serait quand même un peu problématique. Mais en vérité, on voit dans les prises de position des uns et des autres, notamment du Rassemblement national, que ils ont plutôt envie de s'abstenir en fait sur le vote de confiance, précisément pour montrer ils peuvent faire preuve comment on dit, de calme, et puis ils sont institutionnels, etc. Et en fait, en s'abstenant, s'ils s'abstiennent et que c'est comme ça que Elisabeth Borne obtient finalement sa confiance, là, ce serait catastrophique en fait d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'elle aurait réussi ça les a pas à avoir la confiance. Ça les a pas empêchés de voter très largement pour élire le vice-président Sébastien Chenu du Rassemblement national. Il a obtenu 200. Combien? Bien sûr. 250 voix, quoi. Donc, ils sont je sais bien, mais en fait, au bout d'un moment, ça commencerait vraiment à faire tâche, quoi. Si maintenant, il n'est pas équivalent en plus. Hein.
Exactement, tout n'est pas équivalent. S'ils ont fait élire les députés, les vice-présidences, ils ont donné 2 vice-présidences au Rassemblement national, mais enfin bon, c'était aussi un peu 2, ça fait beaucoup, mais ils ont institutionnellement, il aurait au moins fallu qu'ils en aient un. S'il y a le vote de confiance, et puis après, s'ils votent des textes grâce aux voix du Rassemblement national, au bout d'un moment, ça commence à faire un package qui commence vraiment, à mon avis, qui va faire grincer des dents au sein même de la majorité. Et déjà, c'est déjà le cas. Donc, Oui, moi je pense que Marine Le Pen théorise son agenda, c'est-à-dire que d'une part, le moment n'est pas mûr pour elle, donc elle attend. Et elle attend pour, un, s'institutionnaliser, 2, faire mûrir la crise au sein de la droite, 3, se respectabiliser, 4, faire le baiser de la mort à la République en marche. Donc tout ça fait qu'en effet, tout ça est une très bonne stratégie qu'elle est en train de dérouler. En effet, en disant je ne ferai pas tomber le gouvernement, je suis une femme d'ordre et de raison, et en disant qu'elle est une femme d'ordre, elle est totalement raccord avec l'idéologie dont elle se prévaut, et puis elle met la République en marche sous pression, puisqu'en fait, ils ont besoin qu'elle s'abstienne. Donc non, je pense que tout ça, finalement, c'est pas, enfin, du point de vue de l'agenda Rassemblement national, ça me paraît tout à fait se tenir. Donc, c'est normal qu'elle fasse ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette affaire, mais je pense que du coup aussi, tout le monde se prépare. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tout le monde joue l'instant présent en pensant à demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début d'une mandature, on est en préparation de la prochaine mandature. Ben ouais. Un mot quand même sur les grands, on en a parlé un tout petit peu, mais sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, l'arrivée des nouveaux députés. C'est un peu… on a vu une nouvelle génération aussi, c'est ça qui se joue un peu en ce moment. J'ai le sentiment, tous les grands leaders, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée nationale, Yannick Jadot n'est pas à l'Assemblée nationale, les grands cadres, les grands pontes de chez LREM ne sont pas là, ni Castaner, ni Ferrand, ces grandes figures-là. Il y a plus. Enfin, donc j'ai le sentiment quand même qu'il y a une nouvelle génération qui s'est installée. La seule à rester, la seule qui va être finalement bien assise, c'est Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Oui, 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 tout à fait certain. C'est pour ça qu'elle va être celle qui est la femme d'État qui fait que le navire ne chavire pas. C'est ça qu'elle va raconter. En tout cas, c'est ça qu'elle va nous faire comme discours à chacune de ses interventions. Voilà. Puis bon, c'est sûr qu'il y a de nouvelles têtes, vu qu'il y a 90 députés au Front National qui débarquent, tu vois, et que tu as 70 députés LFI qui arrivent également. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a 2 grands groupes, les 2 principaux groupes à l'Assemblée nationale en dehors de la République en marche, qui avaient la dernière fois apporté son lot de renouvellement de textes qui sont tous passés à peu près inaperçus, il faut bien se le dire. Donc, les 90 et les 70 nouveaux députés qui débarquent à l'Assemblée nationale, ça fait une nouvelle génération, de nouvelles personnalités. On va voir parmi ceux-là ceux qui vont réussir à émerger comme des personnalités politiques singulières qui apportent dans le combat sur leurs idées, en bien ou en mal. Je veux dire, ça, c'est une autre question. Et dans les événements forts de la semaine dernière, alors historique, nous diraient les insoumis, l'élection d'Éric Coquerel à la tête de la commission des finances, c'est vrai que ce n'est pas une petite affaire, ça. C'est clair. Éric Coquerel était déjà membre de la commission des finances dans la précédente… Excellent commissaire selon Éric Woerth. Ah, je n'avais pas vu ça. Mais non, mais ceci étant, ça ne m'étonne pas en même temps que ça puisse être dit d'Éric Coquerel, parce que c'est un bosseur, Éric. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme extrêmement engagé, qui a des convictions très installées et profondes. Enfin, ça fait, je ne sais pas moi, 40 ans qu'il milite, il a suivi, à la fois il a évolué dans son engagement et en même temps il y a une ligne directrice qui n'a pas bougé et une certaine fermeté dans ses engagements, encore une fois, qui ont évolué, parce qu'il était quand même sur une position, je dirais, très républicaine à l'ancienne, classique, on dirait laïcarde. Et quand il est devenu député de Saint-Ouen, il a participé beaucoup, à mon avis, à faire évoluer la France insoumise pour comprendre les réalités du monde populaire, notamment des banlieues, des grandes agglomérations. Je pense qu'il est vraiment un des artisans principaux de cette évolution
d'autant plus qu'il n'en venait pas. Enfin, je veux dire, d'autant plus qu'il était, je dirais, de la même matrice idéologique que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire ce républicanisme socialiste qui les avait fait se rassembler d'ailleurs tous les deux en 2008 à la création du parti de gauche qu'Éric a dirigé. Donc, c'est quelqu'un de, voilà, je dirais, à la fois très politique, avec des convictions solides, et c'est un vrai travailleur qui, voilà, ça réfléchit là-dedans, quoi. Donc, que Éric Woerth dise qu'il était un bon commissaire de la Commission des finances, ça me paraît certain, et je trouve que c'est très bien que la France insoumise se coltine à cette commission, parce que ça va l'obliger ou la conforter, chacun trouvera le mot qui convient, et sans doute un peu les deux, à, à étayer son approche économique de la société. Une société, ce n'est pas que de l'économie, mais il y en a aussi. Après, la vraie question en fait qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire être président de la commission des finances, hein. C'est quoi les marges de manœuvre d'un président de la commission des finances? Là, j'avoue que les points de vue divergent pas mal quand même sur exactement ce qu'on peut faire en tant que président de la commission des finances, à quoi on peut servir, comment est-ce qu'on peut orienter les débats. J'ai déjà vu que Éric Coquerel a dit oui, nous on va proposer une autre loi sur la question du pouvoir d'achat, on va faire une loi d'urgence sociale, mais on va la proposer, moi je vais la proposer à l'agenda en tant que président de la commission des finances, mais de toute façon, c'est sûr que ça ne sera pas mis à l'agenda par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc bon, tu te dis, genre, c'est quand même un rôle qui reste relatif, c'est-à-dire qu'effectivement, il devient une des personnalités importantes de l'Assemblée nationale, sans pour autant, il ne faut pas imaginer que genre, ça lui confère des pouvoirs absolument exorbitants. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet a rappelé hier déjà que Éric Coquerel avait toute sa confiance sur la façon, enfin, en tout cas, elle avait toute confiance en Éric Coquerel pour bien incarner ce poste de président de la commission des finances. Tout en disant, tout en rappelant, et d'ailleurs Éric Coquerel l'a rappelé aussi, qu'il était président de toute la commission des finances, c'est-à-dire de tous les députés qui composent cette commission des finances. Donc, dans une certaine mesure, ça va aussi permettre de montrer en fait aux Français et aux Françaises que la France insoumise est aussi une force institutionnelle. Républicaine. Et républicaine. Moi, j'aime pas trop républicaine. Non, mais oui, non, mais si, mais c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire respecter la République et dans sa diversité, dans son équilibre politique. Et nous, on sait, en fait, il est républicain, Éric. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que à propos de ses convictions très profondes, il y a celle-ci. Je disais tout à l'heure, il vient de cette matrice-là politique, et donc je pense qu'en effet il va exercer cela de façon républicaine, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher les entourloupes. Je pense que le procès qui avait été fait à l'AFI, c'est pour ça que je suis surprise que Woerth dise du bien de Coquerel, puisqu'il avait raconté que l'AFI allait chercher à faire à trifouiller dans les dossiers auprès du ministère. Pour les filer aux journaux, à Mediapart et au Canard. C'est absolument absurde, mais c'est ridicule de dire un truc pareil. En tout cas, vraiment de Coquerel, je pense que ça n'a aucun sens. Mais du coup, j'en perds le fil. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je pense, c'est que c'est un rôle symbolique. En effet, il n'a pas le pouvoir d'infléchir le cours des choses, mais il émet un avis sur la légitimité ou la possibilité des amendements et des propositions qui ont un impact sur le budget de l'État. Et ça sera assez important parce que ça peut légitimer, en tout cas contribuer à la légitimation des propositions qui viendront du côté de la NUP en particulier, qui pourraient apparaître comme étant extravagantes, je ne sais. Et là, je pense qu'il pèsera en tant que président de la commission pour dire que ce sont des propositions possibles qui peuvent au moins se discuter. Alors, évidemment, cette élection d'Éric Coquerel à la tête de la Commission des finances n'a pas été sans conséquence parce que, comme souvent, d'ailleurs on peut le comprendre, ayant d'un coup la lumière sur lui des postes de responsabilité, une femme, en tout cas, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'Éric Coquerel fait l'objet de rumeurs, non pas d'agression, pas de violence ou viol, évidemment, mais de faits, de lourdeur, enfin si, possiblement agression, parce que certaines femmes, enfin la fille qui parle aujourd'hui parle de main aux fesses ou de main baladeuse, ce genre de choses.
dans une soirée. Bref, donc du coup, il est l'objet de toutes ces accusations. Cette jeune fille, cette femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui était membre du... Voilà, Sophie Tissier, qui était membre du parti de gauche à l'époque des faits, là où était évidemment responsable politique Éric Coquerel. Donc, elle a déposé une pré-plainte. Je ne sais pas si elle va aller jusqu'au bout. Et de toute façon, elle-même avait déjà déclaré qu'il n'y avait rien de répréhensible dans la manière dans le comportement du point de vue de la loi. Non. point de vue de la loi, oui, tu as raison. Voilà, c'est pas qu'il n'y a rien de répréhensible, c'est qu'il n'y a rien Il n'y a rien de répréhensible, en tout cas dans ce qu'elle avait. Elle a jugé pas suffisamment grave ce qui lui est arrivé en 2008, je crois. 2014. C'est 2014 ? Ah, d'accord. Bon, bref, donc du coup, Éric Coquerel a écrit une tribune hier dans le JDD. Il a été invité pendant 1 heure de l'émission de BFM TV pour répondre des actes dont il était accusé. La commission aussi des femmes qui tiennent cette commission pour écouter, recueillir la parole des femmes a été pas mal mise en cause aussi dans cette histoire. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Vas-y, Catherine. Alors, beaucoup de choses différentes. La première, c'est que il faut penser, à mon avis, la question d'un changement de génération. Je suis de la génération d'Éric Coquerel, qui était marquée, pour une bonne part quand même, par la poursuite des années dites de libération sexuelle, dans lequel il y avait une espèce d'autorisation donnée aux hommes d'exprimer ou d'agir de façon très débridée dans l'expression de leur désir à l'égard des femmes. Et je pense que cette époque-là est totalement close. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose que la nouvelle génération des femmes ne veut plus l'accepter. Et ma génération, celle d'Éric et de moi, nous, on a vécu autre chose. C'est-à-dire qu'on a vécu non pas que les femmes l'acceptaient, mais qu'au fond, c'était la suite c'était inscrit dans un moment où finalement, draguer, etc., ça faisait partie, draguer même de façon parfois un peu lourde, ça faisait partie d'une nouvelle liberté, dont beaucoup de féministes pensent qu'elle a surtout profité au plaisir masculin, à l'assouvissement des désirs masculins, et que les femmes, elles en ont moins été les bénéficiaires, et que c'est une génération après qui a gagné le droit à sa propre revendication de choisir et de son plaisir et de son désir. Donc je pense que ça, il y a probablement quelque chose qui fait gap. C'est-à-dire qu'Éric ne pensait pas forcément agir mal, il agissait comme un homme de son temps quand il faisait ça. Et je crois qu'il raconte assez bien qu'une de ses amies lui a dit « Bon, maintenant, il faut que tu arrêtes, quoi. Tu as 50 ans, tu deviens député, cette question-là, il faut que tu changes de point de vue. » Et probablement que cette femme était plus en phase avec la nouvelle génération. Et Éric dit « J'ai compris. » Donc, ce que je pense… Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il dit « j'ai compris », mais il dit « il ne se voyait pas comme un homme de pouvoir ». C'est-à-dire qu'il… non, ça c'est ridicule. Alors, non. Alors, sur la question n'est pas tant liée à son comportement. Enfin, en tout cas, quand il dit « j'ai compris quelque chose », il ne dit pas « j'ai compris, j'ai changé de comportement ». Il dit « j'ai pris conscience que je ne pouvais pas avoir le même rapport avec les autres, et notamment avec les femmes, compte tenu du rapport de domination que j'exerce en ma qualité d'homme de pouvoir ». Ça, je veux bien entendre qu'il n'en avait pas conscience, qu'il ne se rendait pas compte que… Oui, moi, c'est trop fastoche, parce que je veux dire, je cite souvent cette phrase que j'aime bien de Jean-Luc Godard, parce que ça nous fait mettre un pas de côté. Jean-Luc Godard, qui n'est pas d'une beauté plastique folle, dit « Je suis devenu réalisateur parce que je voulais me payer des belles femmes ». Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui prennent du pouvoir aussi pour conquérir des femmes. C'est-à-dire que ça fait partie… en même temps que la bagnole, le mec qui t'ouvre la porte, tout le monde qui est déférent à ton égard, ton pouvoir d'attraction sur les femmes. Je signale à cette occasion
le livre que vient de sortir Clémentine Autain, vous allez partir en vacances, mettre des livres dans votre valise. Elle a écrit un petit roman qui s'appelle Assemblée, qui ne vaudra probablement pas, le prix Goncourt pour la littérature. Par contre, c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Elle parle de cette relation entre les femmes et les hommes de pouvoir. Et cette séduction, cette attraction que les hommes de pouvoir exercent sur les femmes. Et je pense que Clémentine Autain, elle est un peu plus jeune que moi, mais elle est aussi, la queue de comète d'une génération de femmes qui aspirent d'une certaine manière à jouer un rôle en politique et qui bien souvent n'ont eu de place en politique qu'à travers les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, accéder au pouvoir, c'était aussi y accéder à travers les hommes. Aujourd'hui, celles qui disent non mais toi tu te calmes, tu dégages, elles revendiquent pour elles-mêmes leurs désirs, pour elles-mêmes avec qui elles veulent flirter ou pas, et pour elles-mêmes le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un ensemble de changements qui s'est produit chez les jeunes femmes qui ne se sentent plus soumises au désir, au bon vouloir des hommes et qui veulent pour elles-mêmes le pouvoir. C'est leur sexualité et leur désir. Et je pense que Cochrane, il a joué, comme beaucoup d'hommes, de cette attraction que les femmes, que le pouvoir exerçait à l'égard des femmes, parce que justement, elles en étaient frustrées, qu'elles en étaient tenues à l'écart, et que donc ça leur a ouvert des portes sur les femmes. Donc, que Éric Coquerel dise qu'il n'avait pas conscience de ça, alors ça, par contre, je n'y crois pas du tout. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que quand il est devenu député, il a compris que là, il fallait qu'il fasse attention et que ça devait cesser, cette histoire. Et je connais bien Éric Coquerel, je pense que je suis absolument certaine que c'était dans cet univers d'une certaine libertinage, de certaine ouverture, etc., et que ce n'était jamais, violent et autoritaire. Mais il usait d'une certaine manière de sa position d'homme qui dirigeait le parti de gauche et qui était le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, etc. Et donc, il avait un prestige, ça lui conférait un prestige à l'égard des femmes, et évidemment que ça jouait. Mais alors là, du coup, la question après tout ton raisonnement, c'est bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, pour le coup, on a le récit de Sophie Tissier. Qui va être reçu aujourd'hui par le comité des violences sexuelles du Voilà. Le récit de Sophie Tissier qu'on a entendu hier sur BFM TV, c'était un récit qui était empreint de souffrance. Enfin, elle parle de souffrance. Oui, elle s'est mise à pleurer. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'elle raconte qu'elle a été violée plusieurs fois dans sa vie et que l'attitude d'Éric Coquerel a réactivé finalement ses traumatismes. Et que de toute façon, même en soi, c'est quelque chose qu'elle a vécu comme traumatisant. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question ce qu'elle a vécu ou quoi que ce soit. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je trouve assez intéressant le fait qu'elle ait elle-même dit ce n'est pas ni délictueux ni criminel, en fait, ce qui a été fait. C'est de l'ordre du regard, du machin. Alors bon, même s'il y a quand même des limites, en fait, parce que c'est elle-même qui a dit ça, qui a dit c'est pas délictueux ou criminel. Après, elle parle quand même de drague lourde, de main baladeuse, etc. Or, je tiens à la rappeler, une main aux fesses, c'est un harcèlement sexuel. Pour le coup, ça relève… harcèlement, c'est une agression sexuelle. Pardon, agression sexuelle, oui. Ça relève de l'agression sexuelle. Donc, je ne sais pas exactement, comme c'est elle qui dit que ce n'est pas délictueux ou criminel, je ne sais pas exactement où est-ce que se situe la limite, mais admettons que ça ne soit ni délictueux ni criminel, mais que ça soit juste une attitude, comme tu l'as raconté très bien, Catherine, une attitude en fait d'Éric Coquerel à l'égard, en l'occurrence, de Sophie Tissier, mais peut-être aussi d'autres femmes, qui soient considérées comme… empreinte de sexisme parce que empreinte de genre sa toute puissance et machin. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a Emma Saleh, qui est une responsable, une animatrice des Jeunes Insoumis, qui a fait un thread, qui a fait une série de tweets sur Twitter, qui est assez intéressante parce qu'elle dit lorsque des faits, lorsque nous, en tant que femmes de la France insoumise, par exemple, ou des Jeunes Insoumis, on est victime de faits qui ne relèvent pas en fait de la justice pénale,
c'est-à-dire elles ne sont pas victimes d'un viol ou elles ne sont pas victimes d'une agression sexuelle. Pour autant, les situations dans lesquelles elles se trouvent, à certains moments, des moments de fête ou des moments de réunion, sont des moments sexistes. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut aller le dire au comité de suivi des violences sexuelles et sexistes. Le seul problème, c'est qu'eux, ils disent, ah ben non, mais là, ça ne nous concerne pas puisque on n'est pas, vous ne me parlez pas d'une agression sexuelle. Et donc, Emma Saleh met le doigt, en fait, sur exactement, à mon avis, le problème avec Éric Coquerel, c'est que ce type de comportement, même encore aujourd'hui, ne suscite aucune réaction en fait de la part du mouvement ou du parti. Alors qu'elle, elle dit, il pourrait y avoir plein de choses à faire. Ça pourrait aller de la sanction au blâme pour les choses les plus graves, hein, tout en restant en dehors de la sphère de la justice, donc des sanctions ou des blâmes de la part du parti, jusqu'à juste une explication, une formation, pour que la personne, en fait, en l'occurrence l'homme, comprenne en fait que ce qu'il a fait vivre à une ou plusieurs femmes n'est pas acceptable en fait dans le cadre d'une vie en commun dans un parti politique. Et c'est ça, et le fait que les partis politiques, mais je pense que la France insoumise, c'est un parti parmi d'autres sur ce sujet-là, n'arrive pas en fait à prendre en considération ce type de mouvement en fait de fond qui est né avec MeToo, mais à mon avis qui est plus ancien que ça, n'arrive pas à prendre en considération ça. C'est un vrai problème et c'est aujourd'hui, c'est à ça en fait qui devrait s'atteler, de dire en fait comment on va faire pour que nos espaces politiques qui en plus se veulent les figures de proue en fait du féminisme aujourd'hui en France, du féminisme politique, comment on va faire pour que nos espaces soient des espaces précisément où il n'y ait pas de sexisme. Et c'est ce que reproche par exemple Caroline De Haas, c'est ce que reprochent plusieurs féministes en disant voilà, les partis politiques, les mouvements politiques notamment de gauche ne vont pas assez loin en fait dans leur réflexion. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un sujet là-dessus. Oui, ouais, non, mais moi, moi, je peux dire que je suis pas du tout sur cette ligne-là. Voilà, clairement. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des endroits où on puisse venir s'exprimer pour dire qu'on a été victime d'une agression sexuelle, etc., que quelqu'un est quelqu'un d'extrêmement pénible et qu'on peut essayer de régler un peu le problème. D'abord, je trouve ça bien. Deux, on en voit les limites. On en voit les limites parce que ces organismes sont liés aux partis eux-mêmes. Et que donc, c'est complexe d'être… Certains avaient proposé que ça soit externalisé. Voilà, être jugé parti, je trouve ça compliqué, quoi. Donc, parce que quand vous militez avec les gens, parce que quand vous en comprenez des enjeux politiques, etc., ça peut interférer dans votre appréciation des choses. Donc, moi, je suis d'accord pour que ça existe, mais pour moi, ça, c'est quand même, on ne va pas se mettre à normaliser, mettre des chartes partout, mettre des normes partout. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre le mouvement qui est en train de se passer, un nouveau pas dans l'égalité et l'émancipation des femmes et de l'accompagner. Et la France insoumise, ils ont beau mettre aujourd'hui, chaque fois que Jean-Luc Mélenchon apparaît quelque part, il y a 5 femmes autour de lui. C'est un parti qui, en dehors de Mathilde Panot, est dirigé par des hommes. Et c'est un parti extrêmement masculin, la France insoumise. Donc, je veux dire, moi, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que dans tous les partis, et c'est vrai pour le Parti communiste également, le seul parti qui est réellement équilibré homme-femme, c'est le parti Europe Écologie. Parce que ça fait 30 ans qu'ils ont installé ça dans leur vie, dans leur culture, dans leur pratique. Et donc, ils ont aussi eu leur lot de problèmes. Hein. Non, mais c'est un parti qui est réellement paritaire. Bah oui, mais tu as raison de dire ça. C'est un parti qui a… Oui, mais c'est vrai, mais c'est une des premières affaires et c'est aussi la Denis Baupin. Bah oui, bien sûr. Et donc, ils ont pu régler cette question. Et bien sûr, ils ont donné de la force aux femmes qui se sont levées contre ce qui se passait à l'intérieur du parti. Ce que je veux dire par là, c'est pas le fait que les femmes soient dans le parti ne règle pas toutes les questions, mais ça donne de la force aux femmes. Il faut que les femmes soient plus dans les postes de direction réels de la France insoumise, de la NUP, des partis qui composent la NUP, ce qui n'est pas le cas. Enfin, on voit bien que toutes les photos qu'il y avait de la NUP, il n'y avait que des hommes, quoi. Je veux dire, c'était quand même… Je pense que c'est une partie de la réponse, mais c'est vraiment pas toute la réponse. Non. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Alors, pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être plus de femmes dans les conseils d'administration. Pour moi, c'est pas la parité dans les conseils d'administration, de devenir réellement féministe. C'est-à-dire pas simplement d'écrire dans le cahier égalité femmes-hommes de la France insoumise, c'est de l'être dans les faits. C'est-à-dire c'est de l'être dans les faits au sens des luttes
avec les femmes qui sont dans les mouvements féministes, c'est de l'être dans l'organisation et c'est-à-dire de vraiment faire que cette organisation ne soit plus masculine dans ses cultures, dans son mode de fonctionnement. C'est vraiment de donner de la place aux femmes et de les conforter, de leur donner le courage aussi. On n'est pas obligé d'aller voir la commission pour tout problème. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai déjà raconté ici pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de commission et je me suis toujours démerdée. Je ne dis pas, parce que je n'ai jamais été victime d'une agression violente, je n'ai jamais été victime de violences sexuelles caractérisées, mais je veux dire, on peut aussi, je veux dire, un mec qui a un gros relou, tu peux lui dire stop, quoi. Je veux dire, et tu lui diras d'autant plus stop que tu penses que, un, tu es légitime, deux, qu'il ne l'est pas, trois, que tu peux continuer ta vie politique même si tu lui as dit stop. Et je pense qu'il faut donner de la force aux femmes et pas simplement leur donner des recours. Il faut que dans la vie, ce ne soit plus possible et qu'elles puissent le faire entendre. Et par ailleurs, on ne va pas se mettre à tout normer parce que si, je veux dire, la limite de qu'est-ce qui est consenti et pas consenti, s'il faut signer des papiers de consentement, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. La vie, c'est pas comme ça. Donc, il faut que tout le monde se sente suffisamment solide dans son droit, dans sa légitimité pour faire valoir quand il est d'accord et quand il n'est pas d'accord, ou quand elle est d'accord et quand elle n'est pas d'accord. Allez, on arrête là. On parlera de ce qui se passe aux États-Unis une autre fois. Ce n'est pas l'actualité qui manquera aussi pour qu'on y revienne, y compris sur tout ce qu'on vient de se dire, parce que je pense qu'évidemment, ça va se prolonger encore toute cette semaine, vu que la commission, le comité contre les violences se réunit aujourd'hui. Et je pense que, évidemment, on en reparlera. Puis aussi, peut-être, on se permettra de faire des petits débriefs dans la semaine, des petits débriefs éclairs en fonction des sujets d'actualité. Allez, bon début de semaine à tous. Salut. Ciao, ciao. Pourquoi